Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Serge Chalandon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Brest pour cette rencontre. C'est une joie de vous y accueillir. Alors, pour commencer, quelques mots pour vous présenter. Si vous avez encore besoin, vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez longtemps été journaliste et grand reporter pour le journal Libération, avant de rejoindre le Canard enchaîné. Vous avez couvert de nombreux conflits, notamment au Liban et en Irlande. Et puis vous avez reçu le prix Albert Londres en 1988 pour vos reportages sur l'Irlande du Nord et sur le procès des Klaus Barbie. Parallèlement, c'est en 2005 qu'est paru votre premier roman, Le Petit Bonzi. Et c'est le début d'une œuvre qui donne la parole à ceux qui ne l'avaient pas, qui explore la question de la trahison et de l'enfance maltraitée, qui se nourrit aussi de votre expérience de reporter de guerre. Et ce soir, nous allons parler ensemble de votre dernier roman paru en cette rentrée aux éditions Grasset. Il a pour titre L'Enragé, et vous nous y menez en Bretagne, à Belle-Île, dans les années 30, au cœur d'une colonie pénitentiaire pour mineurs qui a réellement existé. Alors, dans la nuit du 27 août 1934, 56 enfants se sont révoltés et échappés de ce lieu, et toute l'île s'est alors mobilisée pour les capturer. Et au matin, seul un enfant manquait à l'appel. Et donc, vous décidez dans ce roman de vous glisser dans la peau de ce 56e enfant, et vous imaginez son évasion portée par sa rage de vivre. Alors la première page de ce roman, c'est un exergue avec une citation du roman de Jules Vallès, L'Enfant, qui est un livre qui a beaucoup compté pour vous. Cette citation, c'est « À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. » Et je voulais commencer cette rencontre par cette phrase, parce que j'ai le sentiment qu'elle contient en elle tout le projet du livre, toute sa nécessité aussi, qu'elle relie votre propre parcours et celui de Jules Bonneau. Alors, est-ce qu'au fondement de ce livre, il y avait un besoin non seulement de raconter ces enfants, mais plus encore de faire communauté avec eux? Au revoir, je crois que tout est dit. Moi, c'est pour vous faire sourire avant de rentrer dans le dur. Alors, en fait, j'ai écrit ce livre parce qu'on se demande toujours, mais d'où vient un roman? Comment ça se fait qu'il vient aujourd'hui avec L'Enragé? Pourquoi? J'ai un problème par rapport à d'autres auteurs, c'est que chacun de mes romans vient de quelque chose qui m'est très, très intime, une blessure, un accident, mais quelque chose que j'ai pu vivre, et quelque chose que dont je n'ai pas fait le deuil en fait. Et écrire me permet un peu de faire le deuil, de mettre à part, de mettre à côté, de revisiter la chose, et c'est extrêmement important pour moi. Et L'Enragé, c'est une chose que je n'ai pas osé faire jusqu'à présent, donc j'ai 71 ans, mais dès l'âge de 10 ans, mon père me menaçait. Alors, messieurs, mesdames qui avaient un certain âge, souvenez-vous quand les parents disaient « tu iras en maison de correction ou en maison de redressement », tout le monde hochait la tête, vous vous souvenez de ça. Et moi, c'était la menace de mon père. Tu iras en maison de correction, tu iras en maison de redressement. Et plusieurs fois de suite, il a fait une chose qui était absolument ignoble, mais c'était un père, c'était un enfant. Plusieurs fois, il a même demandé à ma mère en pleine nuit de faire ma valise pour m'emmener à la maison de correction. Nous étions à Lyon. Donc vous imaginez Lyon, le petit garçon, alors le petit garçon, la mère qui fait sa valise, et le père qui m'emmenait dans les environs de Lyon. Il y avait de la campagne encore, près d'un mur, avec une petite porte vermoulue. Il me disait « tape, dit c'est Chalandon qui vient pour la maison de redressement ». Et lui partait, donc il y avait les phares rouges de la voiture. J'attendais une bonne dizaine de minutes, les phares jaunes qui revenaient, c'était jaune à l'époque, qui revenaient. Il disait finalement, j'ai réfléchi, je te donne une seconde chance. En tout cas, moi, j'ai vécu avec cette peur-là, avec cette crainte-là. Et 2 fois de suite, il m'a parlé d'une maison de redressement, de correction, qui était pire que les autres. Je me souviens très bien de sa phrase, comme ça on ne reverra plus ta gueule, parce qu'elle est au milieu de l'océan. Et donc, tout petit, alors je ne connaissais pas Belle-Île, je n'avais pas entendu parler de Belle-Île, mais tout petit, je savais que la pire peut-être des maisons dans lesquelles il pouvait m'envoyer, il pourrait m'envoyer, c'était un lieu qui était enfermé. Non seulement il y avait la maison de redressement, non seulement il y avait le mur et les gardiens, mais en plus il y avait l'océan qui empêchait les enfants de s'en aller et qui empêchait mes parents de revoir ma gueule. Je me suis toujours demandé comment est-ce que je pourrais écrire là-dessus. J'ai attendu, d'abord j'ai grandi, j'ai vieilli. J'étais à la création de Libération en 1973. Et en 1977, alors que je suis jeune journaliste, je suis journaliste à Libération, j'apprends que le centre d'éducation surveillée de Belle-Île vient de fermer ses portes. Et j'ai une sorte d'effroi
parce que je me rends compte que le centre d'éducation surveillée de Belle-Île de 77, c'était en fait la colonie pénitentiaire des années créée en 1848 et qui venait juste de fermer. Donc je me rends compte que les enfants de 77, évidemment, les conditions de détention n'étaient pas du tout les mêmes. Mais les enfants de 77 étaient dans les cellules des gamins de 1880 quand ils sont arrivés, étaient dans les cellules des communards, c'était le même mur, c'était les mêmes réfectoires, c'était les mêmes tessons de bouteilles qu'on peut encore voir aujourd'hui à Belle-Île au-dessus du mur. C'est-à-dire que je prends conscience que là où vous voulez m'emmener mon père, c'était vrai. Il en avait la possibilité, peut-être pas morale, mais la possibilité légale de mettre son enfant là s'il décidait que je n'avais plus ma place à la maison. Et me rendre compte de ça en 77 quand je suis à la Libération, ça me bouleverse, parce que je sais que j'aurais pu être l'un de ces enfants-là. Je le sais, je le sens, je sais qu'il suffisait de pas grand-chose. Il aurait pu mettre cette menace à exécution, c'était possible. C'est-à-dire, c'est possible dans les années 30 et dans les années 60 encore, c'est possible de se séparer d'un enfant parce qu'on estime que ça va pas, ou soit c'est la bouche de trop à nourrir, soit il est insupportable, il me parle mal, il parle mal à sa mère, etc. Ce n'est pas le juge qui vous prenait entre les mains, c'était juste la justice qui décidait de vous éloigner de la rue, du trottoir ou de la famille. Et je ne fais rien, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis à Libération, on n'a que 12 pages. Donc 12 pages, je ne peux pas faire un truc pour annoncer la fermeture d'un centre avec des gens qui ne savent pas qu'il était ouvert. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'argent, donc je ne peux pas faire de reportage, je peux rien faire. Et je laisse passer ça. C'est-à-dire que c'est pas que j'abandonne les enfants. Moi, je suis très touché par la traîtrise. Depuis mon père, le menteur, depuis l'Irlande, la traîtrise, c'est quelque chose qui me hante. Et là, je me sens dans la peau du traître. Je me sens dans la peau de celui qui n'a pas rendu grâce à ces gamins dont il aurait pu être. J'aurais pu être l'un d'eux, je le sais, je le sens, et ça me hante. Et plusieurs fois, je suis allé à Belle-Île en vacances, et chaque fois que j'étais à Belle-Île, parce que je suis un peu dingo aussi, parce que je n'étais pas trop dingo, je n'écrivais pas de roman, mais chaque fois que j'étais à Belle-Île, j'avais l'impression qu'il y avait un gamin qui était là, dans mon fantasme évidemment, avec sa petite clope, comme ça, ses petits sabots anciens, son petit béret, qui me disait, ben alors, Chalandon, ben nous, tu fais quoi là? Tu fais le journaliste, le cacou, des journalistes reporters, et nous, ce qu'on a vécu ici, ce que tu aurais pu vivre ici, t'en fais quoi? Et puis j'ai attendu que le temps passe, j'ai attendu que les choses passent, j'ai eu d'autres soucis, d'autres problèmes, la guerre avec les reportages, j'ai eu une autre vie, et jusqu'à ce que mon père meure, jusqu'à ce que ma mère meure, jusqu'à ce que me disent, c'est maintenant. Et donc, en fait, j'ai rejoint ces enfants. Mon idée, ce n'était pas d'écrire sur eux, c'était, ok, je vais faire comme si j'avais mon père en face. Papa, tu voulais que j'y aille? Ben, je vais y aller. Ok, je vais y aller. Je vais y aller et je vais essayer de m'en évader, parce que le travail de tout prisonnier, c'est de s'évader, je suis désolé, c'est comme ça. Je vais m'en évader et tu ne me retrouveras jamais, jamais, tu ne me retrouveras jamais. Et je commence à travailler sur cette idée-là. Je ne suis pas journaliste, là, quand je vous parle de tout ça. Je ne suis pas historien non plus. Je suis romancier. Mais mon problème, c'est que je ne peux pas venir aujourd'hui devant vous en disant, voilà, j'ai écrit un livre sur le fait que les enfants de 34 ou des années 30, des années 20 étaient maltraités. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un travail d'historien. Mon travail à moi, mon envie à moi, c'est comment puis-je rejoindre ces enfants dans le centre pénitentiaire de Belle-Île, qui s'appelait une colonie pénitentiaire. Comment je peux faire pour les rejoindre? Donc mon problème à moi, ça a été de travailler, d'abord pour savoir quel était ce centre, qui étaient les enfants qui étaient là-bas, et de trouver une faille historique dans l'histoire qui me permette de rejoindre ce centre, et qui me permette d'être dans le centre, et qui me permette de vous raconter le centre, et qui me permette, si possible même, d'incarner quelqu'un qui y était. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher quel était ce centre, qui était enfermé, et comment est-ce que je pourrais aujourd'hui vous raconter une histoire en me mêlant à cette histoire? Comment faire pour que la réalité et la fiction, tout d'un coup, s'écrasent tous les deux, et que la petite histoire, ma petite histoire, devienne la grande histoire. Et c'est là que vous avez découvert les interstices dans le réel? Alors, les interstices dans le réel sont... D'abord, j'ai manque de bol. Tout est extrêmement documenté sur ces centres pénitentiaires. Il y en avait un à Mettray. Jean Genet était à Mettray, donc le centre pénitentiaire de Mettray a créé Jean Genet, le poète, l'écrivain,
qui a été maltraité, violé, etc. Donc tous ces centres-là, est aussi, d'autres centres, en Corse aussi, ils sont documentés. Chaque enfant, on sait pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont fait, etc. Belle-Île, ça a brûlé. En 59, tout brûle, les archives brûlent, et donc moi, j'ai pas grand-chose. Moi, je veux cette colonie-là, c'est-à-dire que je veux cette colonie où on verra pas ma gueule parce qu'elle est au milieu de l'océan. Je veux celle-là, j'en veux pas une autre, parce que sur les autres, il y a des livres, il y a plein de choses. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc, je veux celle-là pour moi. Et donc, je n'ai pas tout ce qui aurait pu être la base de mon travail, les documents, etc., brûlés. Il en a quelque part ailleurs, mais en tout cas, ça a brûlé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des historiens locaux qui ont bien travaillé, mais qui sont souvent arrêtés au début du XXe siècle. Et il me reste la presse locale. Et la presse locale, c'est donc l'Ouest républicain, etc. Plein de journaux qui suivent l'actualité locale, évidemment. Et donc, je cherche pendant des années ce qu'il y a dans ces journaux dès qu'ils parlent du centre pénitentiaire. Il n'y a pas grand-chose. Une petite évasion ici, des petites choses, mais pas grand-chose. Et tout d'un coup, je tombe sur ce qui va être mon livre, c'est-à-dire, ce qui va être la possibilité d'un livre, et je tombe sur une évasion. Je m'aperçois que le 27 août 1934, il y a 56 gamins qui ont essayé de s'évader. Là, pour un auteur, il y a un cœur qui bat très fort, parce qu'on se dit 56 gamins qui essayent de s'évader. Je pense que je peux trouver là-dedans quelque chose qui me permette, papa, moi, d'y aller aussi, et de retrouver mes copains d'infortune. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut que je sache qui sont ces gamins, pourquoi ils se sont rebellés, comment ils ont essayé de s'évader, et surtout que je puisse, parce que je suis journaliste, moi. Le problème du journaliste, lorsqu'il est auteur aussi, c'est que moi, le journaliste empêche l'auteur de dire des conneries. Moi, il y a des auteurs qui pourraient, et ils ont le droit, hein, vous savez, le romancier a tous les droits, d'accord, moi je ne crois pas que ce soit vrai, mais en tout cas, il y a des romanciers qui pourraient inventer Brest, qui pourraient faire un livre sur Brest, on n'étant jamais venu à Brest, et inventer une rade, inventer des rues, etc. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de venir à Brest, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin d'écouter les gens, j'ai besoin de boire de la bière, j'ai besoin d'être dans les bars, dans les restaurants, etc. Tant que je n'ai pas Brest en moi, je ne peux pas inventer un personnage qui va se promener dans une rue de Brest. Moi, je suis comme ça. Donc, je ne peux pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Dès que j'ai le décor absolu, dès que j'ai les sensations, dès que j'ai les gens, dès que j'ai tout ça, je peux me permettre d'inventer un personnage, pas avant. Là, j'ai cette évasion, mais je ne sais rien de ces enfants. Donc la première chose que je fais en tant qu'auteur, je cherche qui sont ces enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants qui sont dans ces centres pénitentiaires? Ils ne sont pas en prison, ils sont dans des centres qui sont hors du temps. Ils ne sont pas passés devant un juge, ils n'ont pas été condamnés, ils ont été emmenés là par les gendarmes. Mais pourquoi ils ont été emmenés là par les gendarmes? Et là, déjà, je découvre un pan de notre société et un pan de notre histoire que je ne connaissais pas du tout. C'était des enfants qui étaient en trop, en fait. En trop dans les familles. Donc, encore une fois, la deuxième bouche à nourrir, on n'en veut pas. Et il suffisait qu'ils soient en trop dans les familles pour que la famille dise on ne peut pas. Il y avait soit les œuvres charitables, il y avait soit des familles d'accueil où ça reste pas toujours très bien. Soit alors, si l'enfant était un peu turbulent, pas un petit criminel, turbulent, ce qui s'ouvrait à lui, c'était les centres pénitentiaires, c'était les colonies pénitentiaires. On était censé lui apprendre un travail. En fait, on l'exploitait. C'est-à-dire qu'on l'exploitait à un point, c'est-à-dire que c'était un mélange de prisonniers et de bagnards. Il travaillait gratuitement, et c'était la colonie pénitentiaire qui était payée. Donc déjà, je découvre ça. Je découvre que des enfants de 12 ans à 21 ans, la majorité légale à l'époque, sont pris comme ça, sont retirés des rues, retirés des familles quand les familles le souhaitent. Il y a plein d'orphelins. Parce que les orphelins, il faut en faire quelque chose. On ne peut pas les mettre en prison parce qu'ils sont orphelins. Donc on les met là. Il y a plein de vagabonds. Le vagabondage, c'est un délit. Tous les vagabonds, on les met là. Et alors, il y a des petits voleurs de pommes, des petits voleurs de trucs comme ça. Mais je ne maîtrise pas encore très bien et je cherche. Et j'ai deux exemples. Et dis voilà, ça c'est l'exemple de gamin qui est là. Années 40, un gamin de Quimperlé. Bon, nous ne sommes pas loin. Quand je dis ça à Clermont-Ferrand, on dirait qu'un gamin de Quimperlé, le 15 août,
qui voit passer une procession mariale, la Vierge Marie, la croix, la Vierge en plâtre, un gendarme, les curés, les enfants de chœur, etc. Le gamin est adossé contre le mur, il garde sa casquette quand la Vierge passe, et il crache par terre. On prend le gamin, on le ramène à ses parents qui n'en veulent pas, qui disent « je ne veux pas de quelqu'un qui crache quand la Vierge passe », et donc il est parti à Belle-Île de 14 ans et demi jusqu'à 21 ans. C'est ce genre d'enfants qui sont là. Un autre qui est venu voir, c'est mignon parce que le livre est paru le 16 août, et je suis allé à Belle-Île le 19 dans une librairie, et là quelqu'un m'explique que son oncle, nous sommes en 67, donc on n'est pas dans les années 30, en 67, son oncle vole une petite pâtisserie dans une pâtisserie de Lille, et il est arrêté. Les parents ne veulent pas d'un petit voleur chez eux, pareil, à la colonie pénitentiaire jusqu'à la majorité. Les gamins qui sont là-bas, c'est ça. Donc déjà, je dis que je n'ai pas d'histoire à vous raconter, mais au moins j'ai une population, je sais maintenant un petit peu qui elle est, et j'apprends des choses qui bouleversent tout de suite. Des choses comme, par exemple, les enfants de 12 ans, les premiers rentrent à 12 ans. Avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, c'était à partir de 8 ans. Mais bon, la France s'est humanisée, donc c'était 12. Des enfants de 12 ans, des orphelins. Pas de papa, pas de maman, qui sont dans la rue, ils sont pris. Pour avoir la paix sociale à l'intérieur de la colonie pénitentiaire, les enfants de 12 ans étaient mis avec la volonté des autorités judiciaires en ménage, avec les caïds de 21 ans. En ménage dans la cellule, et le caïd pouvait le louer, pouvait le prêter, etc. C'était un moyen pour que la colonie soit calme. Première chose qui est terrifiante, mais qui me donne déjà une idée de ce qu'était ce lieu. On apprend tout. On apprend petit à petit les brimades, les insultes, les coups, les au pain sec à l'eau, les cellules les plus vieux étaient comme dans des cages à grillage fermées de l'intérieur. J'apprends aussi une chose qui me bouleverse, c'est qu'il y a la colonie à Belle-Île est divisée en deux parties. Il y a une colonie agricole et une colonie maritime. Les agriculteurs, les enfants sont censés apprendre le métier d'agriculteur et les autres le métier de marin-pêcheur. En fait, tous ces enfants-là travaillent dans la colonie pour que la colonie soit en autosuffisance. Et surtout, ils travaillent aussi pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des enfants agriculteurs qui sont là, qui travaillent pour des agriculteurs, et les agriculteurs payent la colonie. Aucun enfant n'est payé. D'autres enfants, toute la journée, du matin jusqu'au soir, ramassent des brouettés et des brouettés de terre, de coquillages, de cailloux. En fait, ils font les routes du Morbihan. Et le département du Morbihan, la région paye la colonie. Aucun de ces enfants n'est payé, ce qui est le principe du bagne, en fait. Travailler pour rien. Et parmi les petits-enfants qui sont les jeunes, qui sont des futurs marins peut-être, il y a des enfants qui travaillent le bois, des petits charpentiers. Et je lis, et ça c'est que la majorité de ces enfants-là passent leur temps, beaucoup de temps, à faire le cercueil des copains. Donc il y a les morts de faim, il y a les morts de coups, il y a les morts de maladies, il y a pas mal de maladies, il y a un petit cimetière exprès. Et puis ceux qui ont tenté, parce que par très très beau temps, même si c'est pas possible, même si c'est une illusion, on peut voir qu'Quiberon peut-être les lumières de la ville là-bas au loin, et ils y croient, ils essayent, ils meurent, et ils se noient les uns après les autres. J'ai toujours pas de quoi faire un roman, et donc je continue de chercher la possibilité d'écrire quelque chose qui me permette de rejoindre cet enfer-là. Je n'ai toujours pas, et c'est là où je tombe sur l'évasion. D'abord, le 27 août, donc le 27 août, la presse nous explique, la presse locale nous explique que 56 gamins ont tenté de s'évader. Pour moi, c'est magique, mais pourquoi, au fait? Pourquoi ils ont tenté de s'évader? Et il y a des explications, heureusement que les historiens ont travaillé un petit peu en amont, beaucoup même. Tout était... Alors, je vais essayer, c'est un peu difficile, mais je vais essayer d'être l'avocat du diable une seconde. Les gardiens sont d'une violence extrême, absolue. Ils sont ivres, ils sont un peu fous, enfin, et ce sont des héros. Ils viennent des tranchées, ils viennent de Verdun, ils viennent du chemin des dames. Ils ont souffert,
il y en a qui ont été blastés, il y en a qui ont été blessés, et ils ne sont plus aptes à la vie civile. Et ce qu'on leur a proposé, c'est une nouvelle tâche, après avoir battu le Boche, comme on disait. Maintenant, il faut redresser ces gamins qui pourraient être un danger potentiel pour la France, pour la République, pour l'ordre général. Et ces poilus, ces gens-là vont mettre autant de cœur à frapper ces gamins qu'ils ont mis de cœur à nettoyer les tranchées. Avocat du diable, une seconde, juste pour dire qu'il y avait de la souffrance aussi de ce côté-là, mais c'est une souffrance qui était rejetée sur les enfants. Je lis ça, et je lis aussi que donc tout est au clairon. Le clairon de tranchée, c'est au clairon que les enfants vont travailler, c'est au clairon qu'ils vont déjeuner, qu'ils vont dîner, c'est au clairon et en rang qu'ils marchent. Il y a le lever des couleurs le matin, ils baissent les couleurs le soir, etc. Ils ramènent le drapeau le soir, et notamment au clairon aussi le dîner. Il y a un ordre de dîner, qui est un ordre logique. La soupe, le plat principal, le fromage, le dessert. Et ce plat principal, fromage, dessert, parce qu'on suit ça, ça veut dire qu'on suit l'ordre établi, l'ordre obligatoire qui a été établi dans le camp. Et ce jour-là, personne n'a gardé la raison, mais ce 27 août 1934, il y a un gamin qui prend le fromage et qui croque dans son fromage. Ce sera l'émeute. C'est-à-dire que le fait qu'il fasse ça déchaîne les gardiens qui se ruent dessus, qui le frappent à terre violemment. On lui a cassé les dents à coups de clé. Là, les historiens sont partagés. Certains pensent que le complot était prêt, que l'évasion, la tentative d'évasion couvait, et que ça a été le prétexte. D'autres, moi je ne suis pas historien, mais je pense plutôt ça. Moi je suis un gamin, et je pense plutôt que quand ils ont vu ça, quand ils ont vu qu'il mangeait un morceau de fromage, que les gardiens le frappent à terre pour ça, qu'il y a eu un soulèvement totalement viscéral, sans se dire, tiens, si on se soulevait, ça a été un mouvement immense. Pourquoi est-ce que les gardiens font ça? C'est parce que, comme il a mangé son fromage, il nous prouve quelque chose. Il prouve qu'il n'est pas apte à sortir. Il prouve que les règles simples qui ont été édictées dans cette colonie, le fromage avant le dessert, mais après le plat principal, cette règle simple, il ne la suit pas. Donc s'il ne suit pas cette règle simple, s'il mange le fromage avant le plat principal, ça prouve que quand il sera dehors, il peut voler, etc. C'est-à-dire que les règles simples de la vie en société, il ne les a pas acquises, on va le punir pour ça. Tout le monde se lève, le réfectoire se lève, les caïds, les pires, les durs, les tout petits, tout le monde se lève et se rue sur les gardiens. Personne ne parle de s'évader. Personne ne parle de s'évader. Juste en finir, d'abord se venger, la revanche, je ne sais pas si c'est une vengeance ou une revanche, mais de toutes ces années d'humiliation, de coups, de blessures, de tortures, de viols, toutes ces années-là, en quelques heures, les colons, on les appelait comme ça, les colons se lèvent et se vengent. Ils frappent des gardiens, ils brûlent leurs outils de travail, ils brûlent leurs lits, ils balancent les matelas, etc., etc. Ils se ruent à la sacristie, ils se ruent à la chapelle, ils boivent le vin de messe, ils s'habillent en curé, ils balancent les ciboires, etc. Il y a une sorte de fièvre comme ça qui s'empare, mais on ne pense pas à s'évader. Ils savent que dehors, il y a l'océan, ils entendent l'océan même. C'est-à-dire que c'est une nuit terrible, c'est une nuit d'orage. N'importe quelle embarcation qui va être mise à l'eau, cette nuit-là, elle est sombre, on ne sort pas par ce temps-là. Donc l'idée n'est pas de s'évader. L'idée, c'est de faire une sorte de fête barbare, comme ça, de joie. C'est une joie qui prend tous les enfants, et sauf que donc les gardiens se ruent vers l'extérieur, la ville, Palais, et Sauzon, toutes les villes autour, il y a le tocsin qui sonne, il y a donc les cloches, il y a le phare, il y a les gendarmes qui frappent les tambours, et ils savent que dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit, peut-être, ils vont être repris, mais en tout cas, ils sont en train d'en finir avec ce qu'ils ont vécu, avec l'humiliation. Il y a 2 échelles qui ont été laissées par les ouvriers au pied du mur. Et il y a 2 gamins qui mettent les échelles contre le mur. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a le sentier côtier, il y a l'orage, il y a la mer, il y a la mort.
mais ils y vont. Et 56 gamins, effectivement, 56 passent de l'autre côté du mur avec des échelles. C'est bien, mais j'ai toujours pas de roman, là. C'est fort, c'est incroyable, c'est visuel, mais j'ai pas de roman. Et puis, il y a une chose qui se passe qui est terrible, et une chasse à l'enfant qui se met en place. Une chasse à l'enfant, c'est-à-dire que les gendarmes, les gardiens, tout le monde mobilisent la totalité des habitants de l'île. Les pêcheurs, les paysans, les commerçants, tous ces gens qui avaient déjà peur, parce qu'on ne sait pas qui sont ces gamins. Eux ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils voient, ces gens-là? Ils voient passer des gamins cheveux ras qui sortent du débarcadère, qui rentrent dans ce camp, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne sait exactement. Est-ce que ce sont des petits tueurs? On n'en sait rien du tout. On sait simplement que s'ils sont là, il y a sûrement une raison. Donc quand on a un qui s'échappe, c'est un problème. 56, c'est un drame. Et donc tout le monde se met à la chasse à l'enfant. Et à la chasse à l'enfant, il y avait, pour que ça soit une vraie chasse, il faut une prime. Ça, c'est une pièce de 20 francs argent. Un enfant rapporté, 20 francs argent. 2 enfants, 40. Donc tous les gens qui ont fait la chasse à l'enfant et qui ont rapporté des enfants, ramené des enfants, aussi sur les épaules, hein, ramené des enfants à la gendarmerie, aux gendarmes, touchaient une pièce de 20 francs, c'est une prime. Je sens quand même, là, je commence à me dire qu'on peut faire. C'est pas encore tout à fait là, mais je pense qu'on peut faire quelque chose, d'autant que nous sommes en 1934. Donc là, il y a eu, c'est un mot qui est important, le mot juste. Depuis la Shoah, c'est un mot qui est difficile à employer, les justes. Mais en tout cas, nous sommes en 1934 et il y a eu des justes dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Mais des justes qui ont donné une cigarette à un gamin, qui ont donné un verre d'eau, un café. Mais on n'a retenu que l'île entière qui est contre ces mots, mais on sait que quelques personnes ont dû aider, ont pu aider. Les habitants même disent que leur grand-père a aidé, vrai, faux, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut reconstruire une autre histoire que juste cette île toute seule et entièrement qui se met à la chasse à l'enfant. Notamment, il y a les chasseurs aussi qui y vont. La chasse n'est pas encore ouverte, mais ils y vont. Donc les fusils, les bottes. Il y a un chasseur qui se vante à la presse locale le matin, parce qu'évidemment les journaux locaux rendent compte. Et un chasseur dit, j'en vois un qui arrive, qui a l'air plus grand que les autres. D'ailleurs, il a une moustache noire. Et j'épaule, je vais pour tirer. Et il a une petite voix d'enfant qui dit, non monsieur, je lui demande de venir dans les phares de la voiture. En fait, je vois qu'il n'est pas si vieux que ça, et je vois que ce n'est pas une moustache, en fait. Il s'est nourri de mûres toute la nuit, et c'est de la confiture de mûres qu'il a sur les lèvres. C'était ces enfants-là qui étaient chassés ce soir-là. Et je continue à chercher. Il y a la chasse à l'enfant, et tout d'un coup, je me dis, mais nous sommes en 1934. Il se passe quelque chose qui est un événement incroyable. Il y a une sorte de petite résistance, quelque juste comme ça, puis une petite collaboration qui s'est mise en place. Et donc, qu'on le veuille ou pas, il y a déjà une attitude qui va préfigurer de ce qui nous attend dans quelques années. Et moi, ça me glace. Et puis ce qui me glace aussi, c'est qu'il y a les touristes. Il y a les touristes qui vont à la chasse à l'enfant. Et le tourisme, à cette époque-là, à Belle-Île, c'est pas un tourisme de masse, c'est un petit tourisme de France moyenne. C'est pas très cher. Et donc les gens qui sont là, ils sont pas très riches. Cette pièce-là, quand même, cette pièce-là, de 20 francs, c'est 4 pains de 3 kilos. C'est pas mal. Donc il y a ceux qui y vont pour ça. Il y a ceux qui y vont pour jouer, les chasseurs. Il y a ceux qui y vont pour que l'ordre soit maintenu. Il y a ceux qui y vont parce qu'ils ont authentiquement peur. Authentiquement, c'est-à-dire que les pêcheurs ont peur qu'on leur vole leur barque, les commerçants ont peur qu'on les détrousse. Il y a des femmes qui ont peur pour leurs filles et leurs enfants. C'est-à-dire que, authentiquement, mais en tout cas authentiquement, on a l'image d'une petite France qui se met à la chasse aux fugitifs. J'ai pas de quoi faire un roman. Il manque quelque chose. Et fort heureusement, cette chose, c'est pas la providence, mais c'est l'histoire qui a oublié quelqu'un. 56 évadés, 55 repris. Le 56e, on ne sait pas qui c'est. Tout d'un coup, dans la presse locale, on nous dit qu'il y en a un 56e qu'on n'a pas retrouvé. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son visage, on ne sait rien de lui.
Et moi je peux pas, je suis journaliste, je peux pas autoriser l'auteur à créer un 57e ou un 58e. Je peux pas, parce que je trouve ça dégueulasse, parce que je trouve qu'on ne joue pas avec les faits historiques. Il y a des choses qui, pour moi, sont absolument sacrées. On ne joue pas avec ce chiffre-là. 56 gamins, c'est 56 gamins. Mais si l'histoire nous permet de nous dire, à un moment donné, il en manque un, et on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas de nom, c'est une ombre, ce gamin-là. C'est un papa, ça tombe mal pour toi, parce que je vais être cet enfant-là. Et là, j'ai la possibilité de faire un roman, c'est-à-dire que je sais tout, je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils ont souffert, je sais ce qu'ils ont vécu, je sais qu'ils se sont battus, je sais qu'ils se sont évadés, je sais que les gamins qui ont passé le mur se sont barbouillés le visage de terre et d'herbe pour sentir la liberté. Je sais tout ça, et tous sont repris, sauf un. Et parce que celui-là n'a pas de nom, n'a pas d'identité, n'a pas de sens, n'a pas d'existence réelle et légale, et bien j'ai le droit en tant qu'auteur, et le journaliste que je suis donne le droit à l'auteur d'incarner cette personne-là, parce que maintenant j'ai le droit. Et je vais appeler ce gamin Jules Bonneau. Alors Jules, parce que Jules Vallès, évidemment, parce que Jules était pour moi... Jules Vallès, c'est les... Je ne sais pas ce que c'était qu'un livre, en fait. Mon père avait 2 livres dans sa bibliothèque, enfin dans la bibliothèque c'est un grand mot, sous la télévision, on fermait avec une clé pour ne pas regarder la télévision. Il avait Adolf Hitler, une vie, et la Waffen-SS. Voilà, c'était les 2 livres que mon père avait, donc c'était déjà une éducation assez positive. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il avait. Et même les livres normaux que les enfants lisent nous étaient interdits parce que, en fait, je crois qu'aujourd'hui, mon père aurait été le chef mondial des complotistes de l'univers. Voilà, pour ceux qui ont peut-être lu Profession du Père, il s'inventait des métiers, il était chef des services secrets, chef de l'OS, c'est lui qui avait, c'est le dernier à avoir quitté Dien Bien Phu à pied. Il a fait 9000 km, etc. Et moi je le crois. Tout est faux évidemment, mais moi je le crois. Et là, moi je sais que je vais pouvoir être cet enfant que ce père fou aurait pu mettre dans ce centre pénitentiaire-là. Et je vais pouvoir commencer à travailler. Mais peut-être qu'il manque encore un petit quelque chose. Une cerise sur le gâteau. Oui, la cerise. Je ne sais pas si c'est une cerise ou pas, mais c'est pour moi, j'ai presque tout là. Mais c'est tellement dur qu'il manque quelque chose d'un plus poétique. Et cette poésie, ce sont des copains bretons. Je suis désolé s'ils sont du Morbihan, ils sont pas de fils. Et un copain qui me dit... Et tu mets le poème de Prévert dans le livre? Je dis, lesquels poèmes de Prévert? Enfin, voyou, voleur, chenapan. Je dis, attends, il parle de ça? Bien sûr. J'ai récité ce poème. Mes filles, j'ai 3 filles, elles ont... Je ne me souviens pas d'un instituteur qui soit penché en nous expliquant. Il ne faut pas dire, voyou, voleur, chenapan. C'est un poème grave, c'est un poème violent, c'est un poème dramatique. C'était un poème qui a été écrit pour les enfants du 27 août 1934. Et quand j'apprends ça, d'abord, je suis désolé, mais ça me bouleverse. Ça me bouleverse que Prévert se soit penché sur ce moment-là. Et là, tout d'un coup, évidemment, que le livre se met en place, le roman se met en place. C'est-à-dire qu'il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent. Et quand je demande à mon copain, mais comment Prévert a entendu parler de cette histoire, et que mon copain me répond, mais il y était, là, il faut que tu t'assieds, là. Il faut que tu t'assieds, parce qu'après, effectivement, c'est les historiens le disent, il était en vacances, il entend du bruit dans la rue, il sort, il voit des enfants maltraités, il va écrire « Chasse à l'enfant ». Alors si avec les conditions de vie, la pénitentiaire, l'évasion, le poème, tout ça, je ne fais pas de roman, il faut que je fasse autre chose. Et donc là, je me suis retrouvé avec... en fait, c'est bizarre de dire ça, avec le droit de l'écrire. Moi, j'ai un problème de légitimité. Je n'aurais pas écrit Le 4e mur, malheureusement, nous sommes rattrapés aujourd'hui par l'actualité. Je n'aurais pas écrit Le 4e mur si je n'avais pas été dans les massacres de Sabra et Shatila, au Liban, en 1982. Je n'aurais pas écrit Mon traître retour à Killybegs si Dennis Donaldson, mon ami, n'avait pas été un traître républicain, proche, copain, enfin... 20 ans et que tout d'un coup, le traître, c'était lui. J'aurais pas écrit Une joie féroce si ma femme et moi n'avions pas eu un cancer ensemble, tous les deux. Je n'aurais pas écrit sur mon père si mon père n'avait pas été cet homme-là. Et je n'aurais pas écrit L'enragé s'il ne m'avait pas menacé d'y être. Et surtout,
si le 56e avait été nommé. Si le 56e avait été nommé, je ne serais pas ici avec vous, je serais peut-être dans la salle pour assister à la rencontre avec quelqu'un de plus marrant. Quoi, voilà. Merci beaucoup. Alors, grâce à cet interstice dans le réel, vous avez donc créé Jules Renaud. Oui. Donc c'est l'enfant qu'on va suivre pendant tout ce livre. Tout ce que vous nous aurez aussi raconté, tout ce que vous nous avez expliqué est dans le livre. On commence dans cette ambiance extrêmement oppressante du centre pénitentiaire et on y est. On y est tellement qu'on commence à respirer quand arrive l'évasion. Parce que c'est là. Moi-même, je ne... C'est important ça, quand si vous ne respirez pas en lisant, parce que vous ne respirez pas en écrivant. Je ne fais pas exprès. Je pense que pour décrire l'enfermement, il faut pas respirer en fait. Jules, son surnom, c'est la Teigne. La Teigne. Vous l'avez rendu dur comme du granit, parce que c'est comme ça qu'on tient. Et en même temps, on ne va pas tout raconter bien sûr du livre, mais on peut dire que vous lui donnez la possibilité d'aller vers la lumière à un moment, et notamment grâce à des rencontres. Je voudrais juste, avant de laisser la parole lui pour des questions, pour parler un peu de ceux qu'il va rencontrer, qui vont peut-être presque constituer une famille pour lui. Ronan, Sophie, Pancho et Alain, c'est 4 prénoms qui ne sont pas choisis au hasard, je crois. Non. Et je crois que c'était important pour vous que ce soit des gens que vous connaissez, qui vous ont touché, parce que ça vous accompagne, ça a permis aussi d'accompagner Jules. De vous accompagnez dans l'écriture, d'accompagner Jules dans le roman. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots? Oui, c'est bien beau que Jules passe le mur. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai passé le mur aussi. Donc moi, je me suis sauvé de chez moi, j'avais 16 ans et demi. J'ai été sans domicile fixe à Paris pendant un an et demi. J'aurais pu être la proie de n'importe qui. La proie de l'église de Scientologie, la proie de n'importe qui me serait avancé vers moi en me disant tu sais que t'es intéressant, tu sais qu'on peut t'aider, j'aurais tendu la main. Et j'étais fait comme un rat. C'est-à-dire que... Et Jules, il est comme ça, Jules. C'est-à-dire que Jules passe le mur. J'ai offert à Jules mes hésitations aussi. Il passe le mur, il est fragile, il ne sait rien à rien, il est seul. Il a pas d'amour, Jules. Il n'a pas connu l'amour, la tendresse, il n'a pas connu le respect, il n'a pas connu la fraternité. Rien de tout ça. Comme moi, lorsque... Et puis je suis tombé sur des gens bien. C'est incroyable quand vous tournez à droite ou à gauche. Ça dépend où vous êtes. Alors je suis désolé, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, je suis tombé sur la gauche. Sur des gens de gauche, voilà. Donc j'aurais pu tomber sur, comme mon père antisémite, fasciste, etc. Non, je suis tombé sur des gens qui m'ont expliqué la musique, la littérature, qui m'ont expliqué l'art, qui m'ont expliqué c'était que la vie. Je me suis retrouvé, moi, fils de raciste, je suis raciste vraiment. Mon père m'avait dit, alors tu verras, si un jour tu voles de tes propres ailes, fais attention au couscous. Dans les couscous, les Arabes mettent du verre pilé pour tuer les Français. Nous étions en pleine guerre d'Algérie. Alors, hein. Et donc, jamais ne mange de couscous. Et donc, finalement, j'ai un doute. Mais quand j'ai retrouvé mes nouveaux amis de gauche et d'extrême gauche, et qu'on a mangé notre premier couscous, je suis allé première fois dans un couscous, j'ai pris un tagine. Et j'étais extrêmement embarrassé. Je n'osais pas dire, et je l'ai dit finalement. Je dis, mais j'ai pas pris de couscous parce qu'il paraît. Et là, ils m'ont regardé, genre, un petit bonhomme. On va avoir beaucoup de boulot. Et en fait, je vous le dis quand même, il n'y avait pas de verre, il y avait des raisins. Mais je venais de là. Donc moi, je viens qu'ils viennent de là aussi. Donc il faut qu'à la hauteur de son ignorance, à la hauteur de sa colère, de sa rage, il faut qu'il y ait des gens droits. Il faut qu'il y ait des gens bien. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était de... ces gens-là qui m'ont obligé à passer mon bac en candidat libre, etc. C'est des gens qui m'ont... Donc, fils de racisme, à faire de l'alphabétisation de travailleurs arabes et d'enfants de travailleurs arabes dans les derniers bidonvilles. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'espère que je ne suis pas juste ce que mon père n'était pas, ce sera un échec total. Mais tout d'un coup, je me retrouve avec une ouverture telle que j'offre cette ouverture à mon petit Jules. Et alors, Jules, évidemment, nous sommes
En 1934, il ne va pas tomber sur des intellos. Il tombe sur des marins. Il tombe sur de beaux marins. Il tombe sur Renan, Sophie. Il tombe sur Pancho, un basque. La guerre d'Espagne va commencer. Et j'offre à Jules l'intelligence de ces gens-là. J'offre un autre monde, j'offre une autre pensée, j'offre de l'espoir, j'offre de la lumière. Et c'est ça qui est pour moi important, c'est que oui, il y a le centre pénitentiaire, oui, il y a les tortures, il y a les brimades, oui, il y a l'évasion, mais après moi, ce livre-là, c'est comment cette petite teigne va devenir un homme, et devenir un homme juste, je pense. Pas gna-gna, hein. Pas gna-gna, c'est une petite teigne, jusqu'au bout, ce serait une petite teigne. Mais en tout cas, c'est un homme droit, nuque raide, un peu raide, mais c'est un homme propre. Et c'est ça que je voulais faire. Un homme propre. Et donc je voulais faire de Jules un homme propre. Et Renan et Sophie, les deux marins, enfin le marin et l'infirmière, en fait il y a une très jolie librairie à Belle-Île qui s'appelle La Longue Vue. Et La Longue Vue sont tenus par Renan et Sophie. Et comme Renan et Sophie m'ont accueilli à Belle-Île quand j'écrivais, quand j'ai cherché mon héros, c'était Renan évidemment. Puis Sophie, c'était évidemment Sophie. Et leur bateau, c'est la Sainte Sophie évidemment. Il y a Pancho, donc ce basque qui souffre de la guerre qui va commencer. Pancho, c'est un copain basque, simplement. C'était le responsable des prisonniers basques pendant longtemps, du pays basque nord. Alain, c'est mon frère d'Irlande. Alain, c'est celui qui m'a emmené en Irlande, celui qui m'a fait connaître l'Irlande. C'est celui qui a payé pour l'Irlande, parce que c'était le seul Français condamné et incarcéré pour appartenance à la républicaine irlandaise. C'est Pancho, Sophie, Renan, Alain. J'offre ces prénoms qui n'ont pas de rapport avec ces pêcheurs, mais j'offre ces prénoms à Jules, juste pour qu'il soit en familiarité et en fraternité avec moi. En fait, c'est comme ça qu'on fait, apparemment. Moi, c'est extrêmement important. Quand je vois Jules qui parle avec Alain, c'est comme si je parlais avec mon pote, et c'est grâce à ça que je m'y retrouve aussi, que je ne me perds pas. Et c'est grâce à ça que Jules... C'est comme si Jules avait une route tracée par moi, par son auteur, mais ce qui est important pour moi, c'est que je ne me définis pas comme l'auteur, je suis Jules, en fait. J'étais une petite teigne. Pourquoi j'étais une teigne? Parce que j'étais très bègue quand j'étais enfant. Le bégaiement, c'est le seul... je suis encore, quand je suis énervé ou fatigué, le bégaiement, c'est le seul handicap qui fait rire. Et j'avais pas l'oralité pour répondre au bégaiement. Quand tu es enfant bègue, avec un père fou, qui dit qu'il est chef de l'OS, et que tu dis à tes copains que mon père est... c'est terrifiant. Tout le monde se fout. Personne pense qu'il y a un homme derrière l'enfant. Tu es tout seul avec ton bégaiement, tout seul avec le mépris des autres, etc. Donc moi, le seul moyen que j'avais pour sa fesse, c'était de frapper, en fait. Donc comme Jules, j'avais des poings au bout des bras. C'est tout ce que j'avais. Jusqu'à ce qu'on m'apprenne à ouvrir les mains. Mais ça a été très long, très difficile. Et donc cette petite teigne que j'ai mis en scène, ce petit Jules qui frappe parce qu'il n'a pas les paroles. Il n'est pas bègue, Jules, mais parce qu'il n'a pas la parole, parce qu'il n'a pas confiance, Jules. Jules, comme moi, je veux dire, il a été trahi, on lui a menti, mon père m'a menti, les adultes m'ont menti, et tout d'un coup, tu es seul. Et cette confiance-là, elle est extrêmement difficile à acquérir après. Moi, comme Jules, on m'a tendu la main, mais je n'osais pas prendre la main. J'avais peur que la main se transforme en poing. J'avais peur de prendre ce poing dans la figure. C'est-à-dire que vraiment, je rêverais d'être un auteur qui vous dit, voilà, j'ai une idée d'une histoire, ça se passe voilà, puis un copain qui tombe amoureux d'une femme, est-ce qu'ils vont se re-aimer? J'en suis incapable. J'en suis incapable. C'est-à-dire, quand je viens ici, c'est parce qu'il y a toute une trace derrière, une trace de souffrance, ou de violence, ou de fraternité, ou de joie, ou de beauté. Mais en tout cas, si je viens ici, c'est pas pour inventer une histoire, c'est pour revisiter quelque chose qui m'est propre, qui m'est cher, qui m'est violent, qui m'est beau peut-être, pour la revisiter et surtout la partager. Quand on me dit, mais est-ce qu'à force de lire, est-ce que ça vous guérit? Mais rien, je ne veux pas guérir. J'ai pas envie de guérir. L'une des phrases qui est la plus terrible pour moi, je déteste cette phrase, il faut tourner la page. Je tourne aucune page. Moi. Les pages, moi, je les écris, d'abord je les écris, ou je les lis, et je laisse tout ouvert. Moi, je veux rester tel que je suis, comme Jules. Je veux rester avec mes cicatrices, je veux rester avec mes blessures, je veux rester avec tout ce que j'ai vécu. Tourner la page, ça serait nier
ça serait nier mon enfance, ça serait nier mon petit Jules, ça serait nier tout ça. C'est-à-dire que tourner la page, pour moi, c'est ce mot qui est vivre, renaître avec la page ouverte. Et donc, moi, le petit bègue, eh ben, je vais le faire à Jules qui n'est pas bègue, mais je vais le faire mon désarroi, je vais le faire ma colère, je vais le faire ma rage, et je vais le faire d'essayer de s'en sortir.